Mais bon, en tout cas, voilà nos 5 candidats. On va supposer que les votes se sont répartis ainsi. Pour 33% des citoyens consultés, c'est le chat traître qui est leur préféré. Le raton voleur, il est le préféré pour 25% des citoyens. Pour 20%, c'est le panda dégueu, etc., etc. Bref, je sais, c'est arbitraire, on n'est pas toujours d'accord avec le résultat des élections, mais enfin, ça fait partie de la démocratie. On va préciser pour chaque camp quelles sont ses préférences envers les autres candidats. Par exemple, ceux qui ont mis le chat en premier, eh ben ils mettent le raton voleur en dernier, vu qu'ils volent les croquettes des chats. Et le panda dégueu, on s'en méfie aussi, parce que le chat, c'est plutôt un animal propre et délicat, donc le panda dégueu, ils le mettent en 4. Pour les partisans du raton voleur, du coup, c'est un peu l'inverse. Eux, ils vont mettre le chat en dernier. Donc voilà, etc., etc. Bref, voilà le tableau des préférences de chaque camp. À présent, organisons un vote. Donc premier moyen, utilisons un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ça se pratique par exemple en Corée du Sud, aux États-Unis ou en Islande. Le principe est simple, on a des candidats, on vote, et celui qui a le plus de voix est élu. Bon, c'est l'avantage d'être simple. Alors là, si on l'applique à notre petite troupe, bah pas de surprise, c'est le chat traître qui est élu avec 33% des suffrages. Mais ça nous permet déjà de détecter le souci de ce mode de scrutin. Si on regarde les préférences, le chat, en dehors de ceux qui ont voté pour lui, bah c'est le plus détesté des candidats, parce que tout le monde le met en dernier de sa liste. Autrement dit, avec ce système, on peut élire quelqu'un qui va pas rassembler du tout autour de lui, et qui va faire ici que, par exemple, 67% de la population sera pas du tout satisfaite de celui qui la représente. Pour éviter ça, vous avez le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. C'est celui qu'on utilise en France, donc le principe c'est qu'on fait un premier tour de vote, on ne garde que les 2 meilleurs candidats, et ensuite on fait un second tour de vote entre eux, un duel, et là, celui qui sort vainqueur a théoriquement récupéré des reports de voix des gens qui soutenaient les candidats déchus du premier tour, et il est censé être celui qui rassemble davantage. Si on applique ça sur nos candidats promignons, eh bien on va qualifier au second tour le chat traître et le raton voleur, et au second tour, logiquement, ceux qui avaient voté pour le panda vont plutôt se tourner vers le raton qui venait avant le chat dans leur préférence, et pareil pour les partisans de l'araignée planquée et de la plante masquée, ce qui va nous donner au final 67% des suffrages pour le raton voleur. Là, vous remarquez qu'avec les mêmes votants, on a un résultat final différent. Mais ce mode de scrutin, il n'est pas parfait non plus. Notamment parce qu'il oblige à pratiquer ce qu'on appelle le vote utile. Donc ça en France on connaît bien, surtout depuis l'élection présidentielle de 2002. Sur les élections suivantes, vous avez un phénomène d'autocensure qui s'était mis en place, des gens qui auraient préféré voter pour de petits candidats, mais qui se disaient, bah, en même temps, il n'a aucune chance de passer, donc autant que je vote pour un gros, pour éviter qu'il soit éliminé dès le premier tour. Et voilà comment on se met à voter pour quelqu'un qui, au fond, n'est pas sa préférence numéro 1. Parce que c'est pas tout moisi, ça, quand même. Déjà qu'on vote qu'une fois tous les 5 ans, le jour où on peut s'exprimer, bah en fait, le mode de scrutin fait qu'on peut se retrouver à voter pour autre chose que ce qu'on aurait voulu, si on veut avoir une chance que ça serve à quelque chose. Alors, il pourrait être intéressant de regarder d'autres modes de scrutin. Vous avez par exemple la méthode de Condorcet. Dans ce système, on arrête le scrutin uninominal, c'est-à-dire le fait de voter pour une seule personne. On donne sur son bulletin de vote un ordre de préférence entre tous les candidats. Donc là, on va pouvoir exprimer enfin un peu de nuance. Et le principe de Condorcet, c'est d'examiner derrière toutes les possibilités de duel entre les candidats. Par exemple, si le candidat vert, dans 65% des bulletins, il est mieux classé que le candidat rouge, ça veut dire qu'il remporte le duel contre le rouge. Donc au final, on va élire le candidat qui a remporté le plus de duels. Essayons de voir ce que ça donne sur nos chromillons. Entre le chat traître et le raton voleur, bon bah, c'était notre duel de second tour de tout à l'heure, donc on sait que c'est le raton voleur qui l'emporte, ça fait un duel pour lui. Si on regarde le chat traître par rapport au panda dégueu, on va voir que là encore le chat il fait que 33% des suffrages. Dans tous les autres cas, bah, c'est le panda qui est classé avant dans les préférences, donc du coup le panda remporte le duel, etc., etc. Vous pourrez vous amuser à tous les refaire. Au final, vous allez trouver qu'avec ce mode de scrutin, c'est le panda dégueu qui l'emporte avec 4 duels. Alors Condorcet, il est bien sympa comme système, par contre il a un gros inconvénient, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Il peut y avoir des cas où on a des ex-aequo et où on n'arrive pas à trouver de vainqueur. Donc pour résoudre ça, vous avez un mathématicien qui a trouvé une solution, vous le connaissez peut-être parce qu'il a une chaîne YouTube, Science for All, et il a fait une super série de vidéos consacrées à la démocratie, avec une approche mathématique par la théorie des jeux. Parfois c'est un peu velu sur ces épisodes de maths hardcore, mais franchement si vous voulez creuser le sujet, allez-y, c'est de la balle. Et il a proposé une méthode qui s'appelle le scrutin de Condorcet randomisé, qui est la solution la plus élégante qui soit mathématiquement. Seulement sa méthode, elle semble pas évidente à mettre en œuvre parce qu'elle fait intervenir une toute petite part de hasard. Et ça culturellement, peut-être qu'à notre époque, on n'y est pas prêt. Le tirage au sort c'était la base à Athènes, mais aujourd'hui, dans notre constitution, le hasard il a quasiment disparu. Les seuls cas qu'on ait encore de tirage au sort, c'est dans le judiciaire, pour les citoyens qui sont appelés à siéger dans les jurys d'assises. Alors, une alternative, c'est d'utiliser la méthode Borda, qui est utilisée à Nauru, et puis, vous la connaissez forcément parce que c'est celle qu'on utilise à l'Eurovision. Allez, arrêtez de faire semblant, vous avez déjà regardé l'Eurovision au moins une fois dans votre vie. Ça consiste en une série de divas improbables de tous les pays qui font des chorégraphies moisies, et à la fin on compte les scores. Donc,
Sweden 12 points, France 0 points. Ben voilà, ça c'est un système de classement avec des points. Donc ici, on a 6 candidats, et ben sur le bulletin de vote, on va donner 6 points à celui qu'on préfère, 5 au second, etc. Et au final, le vainqueur sera celui qui a le plus de points. Simple, basique. Donc si on regarde ce que donne ce scrutin pour nos candidats Cro-Mignons, eh bien figurez-vous qu'avec 356 points, cette fois c'est l'araignée planquée qui l'emporte. Ah, vous voulez la revoir, l'araignée planquée? Non? Hein? Vous voulez pas? Ok, bah dans ce cas, je vous balance la chanson qui a gagné l'Eurovision. Voilà. Ok, c'était sûrement pas la meilleure année. Bon, là, vous allez me dire, on est pas mal sur ce scrutin-là. Oui, mais non, parce que quand on vote, on n'est pas encore libre de s'exprimer avec précision. Supposons que pour moi, le raton voleur et la plante masquée, ça se vaut. Et pourquoi est-ce qu'on m'oblige à faire un classement entre eux? Pourquoi est-ce que je peux pas les mettre au même niveau sur mon bulletin de vote? Eh bien, il y a un mode de scrutin qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle le jugement majoritaire. Alors, Cocorico, c'est une invention de 2 chercheurs français du CNRS, Balinski et Laraki, en 2011. Donc, sur notre bulletin de vote, on va donner cette fois une évaluation pour chacun des candidats, entre excellent et à rejeter. Et rien ne nous interdit cette fois de mettre 2 candidats sur la même ligne. Donc là, on va pouvoir pleinement s'exprimer. Alors, appliquons-le à nos Cro-Mignons. Là, j'ai fait des bulletins de vote qui sont en cohérence avec les préférences qu'on avait déjà. Le chat traître, le raton voleur, le panda dégueu. Là, vous voyez par exemple pour l'araignée, panda ou plante, pour elle, ça se vaut. Bref, on a nos votes. Comment analyse-t-on les résultats? Eh bien, on représente le pourcentage obtenu par chaque candidat dans chaque appréciation, et on regarde sur le point médian, c'est-à-dire à 50%, quelle est l'appréciation de chaque candidat. Donc pour le chat traître, ça tombe dans à rejeter, pour le raton voleur, ça tombe dans insuffisant. Les 2 qui s'en sortent le mieux, c'est le panda dégueu et la plante masquée, qui sont sur une mention bien. Et quand il y a égalité, comme là, on regarde les mentions du dessus, il y en a plus en pourcentage pour la plante, ce qui fait qu'elle l'emporte. Alors, voilà une chouette expérience, non? Pas vraiment pour le Cro-Mignon, parce que de toute façon, tous les candidats étaient quand même bien moisis dès le départ, mais ce qu'on a pu voir surtout, c'est qu'avec les mêmes données de départ, les mêmes électeurs, avec les mêmes préférences, et ben, selon le mode de scrutin qu'on choisit, on peut avoir des résultats complètement différents. Et, ce qui est important, c'est qu'il y a des modes de scrutin qui sont bien plus fins que celui qu'on utilise actuellement dans notre Constitution. Voilà, ça fait quand même réfléchir. Est-ce que le représentant qu'on a élu pour nous représenter est bien celui qu'on aurait choisi, ou bien il a été placé là juste à cause des biais du système?